Et j'ai eu, Monsieur le Président, cette semaine une réunion avec un chef d'État africain, avec lequel je voulais travailler. Et je lui ai parlé de ces trois conditions, de cette volonté de vouloir respecter. Et ce chef d'État m'a répondu, concernant les minorités sexuelles, que si sa population trouvait que l'homosexualité était un crime, il allait le criminaliser. Monsieur le Président, être chef d'État, ce n'est pas faire toujours ce que la majorité veut, mais c'est aussi défendre les minorités dans un pays. Le Sahel encore, où il y a quelques années, nous étions ici entre partenaires à discuter, aujourd'hui des coûts, l'instabilité qui existe en Afrique, des personnes qui se réfugient par peur d'être maltraitées aussi par des putschistes qui ont pris le pouvoir du jour au lendemain. Et pour moi, ce qui est important, je suis ministre des Affaires étrangères, mais je suis aussi ministre de la coopération. Et nous avons parlé du pacte pour l'avenir, nous avons parlé de cet investissement. Et nous avons aussi, je me rappelle, en tant qu'ancien Premier ministre, pendant 10 ans, les Millennium Goals qu'on s'est donnés, ces objectifs du développement durable que nous avons décidé de faire, avec cette année en plus le 75e anniversaire de la Convention de Genève. Et je vois cependant qu'on en parle, mais on oublie. Alors, en tant que nouveau ministre de la coopération, j'ai donné des nouveaux critères. J'ai demandé, par exemple, aux pays avec lesquels je signe un accord, que je ne veux pas dicter, car trop longtemps, l'Europe a pensé mieux savoir ce qui était bon pour l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Les Africains doivent faire leur chemin. Mais il est important de les soutenir aussi. À travers la politique de coopération, on peut avoir des partenariats, on peut avoir des échanges, on peut avoir des collaborations qui existent. Et tout ce que j'ai demandé à ces pays, ce n'est pas de récupérer les minerais, ce n'est pas d'avoir un pouvoir politique, ce n'est pas d'avoir un retour économique. Et je ne leur ai pas demandé d'échanger des législations. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne fasse pas de marche arrière, qu'on ne retourne pas en arrière, c'est-à-dire que les droits qui existent pour les uns ou les autres soient respectés. Que ce soit le droit des femmes, quand je pense que dans un pays qui est membre ici, les femmes n'ont plus le droit d'être éduquées. Est-ce qu'on accepte et on se tait? Non, je ne me tairai pas. Est-ce qu'on accepte que certaines religions ne puissent plus être pratiquées dans certains pays où on dit non, vous n'avez pas le droit de la faire? Non, je ne me tairai pas. Et quand je demande que les droits des minorités, qu'elles soient aussi sexuelles, soient tout simplement respectés si elles existent aujourd'hui, sans qu'on fasse de marche arrière, je ne me tairai pas si ce n'est pas le cas. Et j'ai eu, Monsieur le Président, cette semaine une réunion avec un chef d'État africain, avec lequel je voulais travailler. Et je lui ai parlé de ces trois conditions, de cette volonté de vouloir respecter. Et ce chef d'État m'a répondu, concernant les minorités sexuelles, que si sa population trouvait que l'homosexualité était un crime, il allait le criminaliser. Monsieur le Président, être chef d'État, ce n'est pas faire toujours ce que la majorité veut, mais c'est aussi défendre les minorités dans un pays. On ne peut pas toujours suivre ce que veulent certains contre d'autres. Dans un pays, la diversité en fait la richesse. Et de me dire que lui-même, demain, s'il doit criminaliser ou retirer les droits qui existent aujourd'hui et donc aller plus loin, ne me permet pas d'avoir un dialogue serein et de me dire que ce pays va dans une direction. Et je le regrette. Je le regrette. Et je n'imposerai à personne de changer sa loi sur l'avortement, d'ouvrir des synagogues, des mosquées ou des églises à chaque coin de rue, de faire le mariage pour tous, de donner des droits aujourd'hui qui n'existent pas. Mais ne faites pas marche arrière. Ce sont des combats que nous avons connus nous-mêmes ici en Europe et dans le monde. Ne faites pas l'erreur de retourner à une époque qui n'est pas celle qui est bonne pour vous. Et quand on parle de pacte pour l'avenir, nous avons aussi l'ODD 16, qui est celui de l'état de droit et de la justice. Nous avons aussi une réunion à notre ambassade, et je tiens à remercier aussi tous nos collaborateurs d'avoir organisé ça pour discuter un peu du respect de l'état de droit. Et je ne donnerai pas de leçons à qui que ce soit, car même nous, au niveau de l'Union européenne, nous avons certains pays qui le voient avec une certaine flexibilité, qui est quand même pas vraiment ce que je trouve de l'acceptable, et nous avons même des recours donc contre certains pays au sein même de notre Union européenne. Mais nous devons garder cette épine dorsale quand même de l'état de droit, de la justice, des droits de la femme. Quand je parle des droits de la femme, dans mon pays, au Grand-Duché de Luxembourg, on a discuté, est-ce qu'on ne devrait pas donner une prime, est-ce qu'on ne devrait pas donner d'argent supplémentaire aux partis politiques qui engagent plus de femmes sur les listes électorales? Mais pourquoi donner une prime pour faire quelque chose qui est normal? Nous avons décidé tout simplement que celui qui ne le fait pas aura moins d'argent. Mais pourquoi dans la tête donner quelque chose en plus parce qu'on fait quelque chose de normal? Non, on peut avancer de manière logique au lieu de vouloir donner une prime si on fait quelque chose qui est tout simplement ce qui devrait être à nos yeux normal. Donc, quand je parle aussi d'environnement,
quand je regarde les objectifs, on parle de l'environnement. Le sujet est un peu passé à la trappe ces derniers temps. À l'époque, nous avions des manifestations, nous avions les Fridays for Future, tout ça, donc on était tous un peu conscients de l'environnement. Et après, de nouveau, l'économie a repris le devant sur l'environnement. N'oublions pas que certains d'entre nous risquent de disparaître. Le Luxembourg ne disparaîtra pas demain parce que j'ai la Belgique, l'Allemagne et la France, vous savez qu'ils sont autour de moi, donc il n'y a pas de risque. Mais certaines petites îles ici risquent de disparaître de notre globe d'ici peu de temps. Est-ce que nous sommes conscients que si nous n'agissons pas, même si ce n'est pas populaire, nous laisserons un héritage aux générations futures où on ne sera pas fier? Alors nous avons la COP qui va se retrouver à Bakou bientôt, et un appel aux amis azéris. La COP sera un moment, je pense, très important pour nous tous, mais aussi pour vous. Et nous avons aujourd'hui un conflit entre vous et l'Arménie qui peut, et je l'espère, être résolu avant cette COP à Bakou. Faites-le. Engagez-vous pour la paix, chers amis d'Azerbaïdjan. Montrez qu'on puisse être fiers de venir à Bakou, qu'on se réjouisse de travailler ensemble, d'avoir des résultats où tout le monde sera content d'aller sans avoir derrière, dans l'arrière-tête, se poser la question, est-ce que nous avons un risque que demain il puisse y avoir un conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie? Faites-le, c'est tout ce que je peux encore vous recommander. Concernant ce chien qui aboie mais qui ne mord pas, oui, nous avons au niveau européen des règles et ici aussi au niveau de l'ONU des règles qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un reliquat de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons un reliquat de la Deuxième Guerre mondiale avec les 5 permanents, l'Afrique pas représentée. Aujourd'hui, se demander en 2024 comment est-ce qu'on peut avoir un Conseil de sécurité qui parle du monde sans avoir carrément un continent comme l'Africain pas représenté, première chose. Alors on nous pousse maintenant en nous disant mais ce serait bien qu'on rajoute tel pays, tel pays, tel pays, tel pays en tant que membre permanent. Je ne m'y oppose pas. Mais ce n'est pas en élargissant le cercle des privilégiés qu'on sera plus efficace. Si on veut vraiment être plus efficace, on doit se poser la question, est-ce qu'il est normal qu'un membre permanent puisse, à travers un veto, bloquer un processus? Non. Je pense qu'on doit s'imaginer, pourquoi pas se dire qu'une réforme du Conseil de sécurité serait celui que si un pays fait un veto, une majorité des 2/3 pourrait voter dans l'autre direction que celui qui a émis le veto, et que dans ce cas-là, il y aurait un vote en assemblée plénière, ici en assemblée générale, et si aussi 2/3 votent dans l'autre direction que celui qui a émis le veto, que dans ce cas-là, ce veto soit pas effectif. Si on veut avancer, ce sera le seul moyen, et se dire qu'on va avoir plus de membres au Conseil de sécurité permettra d'être plus efficace, ce sera juste encore élargir plus le problème, parce qu'on donnera encore à plus de gens cette possibilité de droit de veto. Donc, j'en conclurai là, Monsieur le Président, pour dire que être un membre permanent de cette maison n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et si on regarde l'époque, ça a été fait par des pays qui étaient là pour garantir la paix. C'était les grands pays. C'était les grands pays qui étaient là parce que c'était des garants de paix. Alors qu'aujourd'hui, certains d'entre eux sont plus des troublemakers et empêchent de trouver des accords de paix qui sont pourtant dans l'intérêt de tous. Mon rêve, Monsieur le Président, c'est un jour de pouvoir m'adresser ici devant vous en étant convaincu qu'on puisse dire que dans ce monde, et je l'ai déjà dit il y a 3 ou 4 ans dans mon discours, que dans ce monde, nonobstant l'endroit où je nais, la couleur que j'ai, la religion que j'ai, le sexe que j'ai, l'orientation sexuelle que j'ai, le portefeuille de mes parents, j'ai les mêmes chances, les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Dans ce cas-là, je serais fier de faire partie d'une communauté internationale. Je vous remercie.